Bonjour à toutes et à tous, chers élèves, ravis de vous retrouver encore une fois afin de continuer le travail sur l'élément que nous avons évoqué l'autre fois, à savoir la contextualisation et l'entrée dans l'œuvre. Je vous rappelle donc ce que nous avons vu l'autre fois. Nous avons commencé cette séance en mettant l'accent sur l'écrivain, sur le contexte historique et politique de la pièce. Nous avons pu avoir quelques informations et quelques renseignements en ce qui concerne l'origine de la pièce. Nous avons fait la différence et montré la différence entre la tragédie antique, la tragédie classique et la tragédie moderne. L'objectif étant bien sûr de bien assimiler, bien comprendre la pièce de son écrivain Jean Anouilh. Nous allons donc continuer le travail et c'est la deuxième étape au cours de laquelle nous allons essayer de travailler sur un ensemble d'éléments. C'est la suite, comme je rappelle, de la contextualisation qui va vous permettre d'entamer correctement et d'orienter votre lecture de l'œuvre. Passons au travail. Chers élèves, on s'est arrêté la dernière fois sur ce texte qui figure sur la 4e de couverture de l'œuvre. C'est un texte qui explique l'origine de la pièce, qui explique tout simplement l'intention de Jean Anouilh et c'est tout simplement motif pour écrire et réécrire la pièce de Sophocle. Donc nous avons constaté qu'Antigone de Jean Anouilh était une adaptation, une réécriture de la pièce de Sophocle. Elle a ses propres caractéristiques, mais en même temps, elle a essayé de garder, de respecter certaines règles que nous avions déjà découvertes avec la tragédie classique. Continuons dans ce sens, nous allons essayer toujours de comprendre l'origine de la pièce. Tout à l'heure, nous avons parlé de la mythologie grecque, on parle de mythe. Sûrement, vous avez eu l'occasion de rencontrer le terme mythe, mythologie grecque. Alors, pour expliquer, bien sûr, nous n'allons pas approfondir le travail sur ce point, mais c'est juste pour comprendre l'origine de la pièce. Alors, la mythologie grecque, tout simplement, elle est peuplée, elle est riche, de tout simplement divinité. Alors quand je parle de divinité, je parle surtout des dieux grecs ou bien de déesses. On trouve des héros, on trouve des créatures qui sont en quelque sorte étranges, on trouve des exploits extraordinaires. Alors tout à l'heure, on a parlé de la tragédie classique qui s'inspire de la mythologie grecque, on a parlé d'un spectacle de grandeur, donc on a la notion de l'héroïsme et la notion de l'exploit extraordinaire. Dans la mythologie grecque également, on désigne les dieux grecs. Alors les dieux grecs, pour l'Antiquité grecque, donc ils recevaient des offrandes sur les autels. C'étaient les êtres les plus puissants pour eux. Ils étaient dotés d'un pouvoir extraordinaire et pour eux, ils étaient partout. Ils étaient présents partout, sur terre, dans les eaux, au ciel. Et je vous propose comme exemple donc Athéna, c'est la déesse de la sagesse. Alors, la mythologie grecque, elle peut désigner également dans un autre ton un ensemble organisé de mythes. Ces mythes, bien sûr, ils proviennent de la Grèce antique et sont utilisés comme sujet d'inspiration pour les artistes. Donc, la mythologie grecque aussi, il peut avoir comme sens cet ensemble de mythes. Les mythes, donc, ce sont des récits fabuleux qui mettent en scène des personnages, des dieux, des demi-dieux, des créatures. Et ce sont des récits fabuleux qui ont leurs propres caractéristiques. Alors, la pièce de Jean Anouilh et les autres pièces tragiques ont leur origine dans la mythologie grecque et on trouve bien sûr l'indice et les indices de la mythologie dans ce type de pièces, tout simplement, ou bien les pièces tragiques. Voilà, alors pour comprendre la pièce également, donc, on va parler du mythe d'Édipe. Pourquoi le mythe d'Édipe? Parce que, et là, ses racines, et on parle de la descendance d'Édipe. Alors, je vais vous lire l'histoire, tout simplement, ou bien le mythe, le récit, afin de comprendre la suite, c'est-à-dire la pièce d'Antigone. Je vous prie donc de suivre la lecture. Édipe, fils de Laïos et de Jocaste, est le personnage central des mythes grecs. L'oracle avait prédit à Laïos que s'il avait un fils, celui-ci le tuerait, épouserait sa femme et prendrait son royaume. Dès sa naissance, Édipe est donc condamné à mort. Mais celui qui doit le tuer l'abandonne dans la montagne. Un berger au service du roi de Corinthe passe par là, recueille l'enfant et l'élève comme son propre fils.
Brillant par son courage et son intelligence, Édipe est finalement adopté par le roi Polybe, qui n'a pas d'enfant. Plus tard, Édipe consulte l'oracle de Delphes et apprend qu'il tuera son père et épousera sa mère. Pour fuir son destin, il quitte Corinthe et se rend à Thèbes. Sur la route, il croise l'équipement d'un cortège et une dispute se produit alors au terme de laquelle il tue un vieillard inconnu. Ce vieillard est en réalité son père, Laios, mais Édipe ne l'apprendra que plus tard. Lorsqu'il arrive aux portes de Thèbes, il se trouve devant une bête monstrueuse, le Sphinx, qui dévore chaque jour des jeunes gens du pays. Jocaste, la reine, annonce alors qu'elle épousera celui qui délivrera la cité de ce monstre et que son royaume sera le sien. En remerciement de cet acte de bravoure et de hardiesse, Édipe se présente alors devant ce sphinx et répond le premier à l'énigme que celui-ci pose à tous ceux qui tombent entre ses mains. Triomphant de cette épreuve, Édipe épouse Jocaste et devient le maître de ce grand pays. Il accomplit ainsi la prophétie sans le vouloir. Père de 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène, et ce sont les personnages que nous allons trouver dans la pièce de Jean Anouilh, de son épouse Jacoste, il jouit d'un grand bonheur lorsqu'un jour, la peste s'abat sur la cité de Thèbes. Questionné sur le moyen de faire cesser l'épidémie, l'oracle de Delphes répond qu'il n'existe qu'un seul et unique remède à ce drame, chasser le meurtrier de Laios, dont le crime impuni répand la malédiction sur tout le pays. Édipe mène alors lui-même l'enquête, se croyant toujours le fils de Polybe, et découvre peu à peu son double crime. D'une part, l'assassinat de son père, sans le savoir bien sûr, et de l'autre, l'inceste. Le mot inceste, on va l'expliquer tout à l'heure. Effondré, Jocaste ne trouve aucune autre issue que celle du suicide. Édipe se crève les yeux pour ne plus voir la lumière du jour et part en exil, guidé par sa fille Antigone. La malédiction s'abat cependant sur toute sa descendance. Ses 2 fils s'entretueront pour le trône car Éthéocle s'en empare et refuse de le céder à Polynice, son frère. Celui-ci s'allie avec des ennemis de Thèbes et attaque le pays pour reprendre le pouvoir. Après sa mort et considéré comme traître, Créon, leur oncle, devenu roi, lui refuse la sépulture, c'est-à-dire les funérailles. C'est alors qu'Antigone intervient et se révolte contre la loi. Chers élèves, pourquoi parler du mythe d'Édipe? C'est tout simplement pour comprendre, parce que la suite, c'est la pièce d'Antigone. La fin de ce mythe, vous avez remarqué, il y a l'intervention d'Antigone. Elle se révolte, elle désobéit à son oncle, à la loi de Créon. Pour résumer en quelque sorte ce que je viens de présenter, on a donc une action, un mythe qui s'est déroulé à Thèbes et à Corinthe également. On a un personnage, Édipe, qui va tuer son père sans le savoir et qui va épouser également sa mère sans le savoir. Alors là, on parle de l'inceste, d'une relation incestueuse. C'est cette relation illégale entre 2 proches parents. La cause, tout simplement, c'était la cause de l'épidémie. C'est la cause de l'épidémie qui va s'abattre sur la ville de Thèbes. Alors, en cherchant la cause, Édipe découvre la réalité, il découvre son double crime. Il se crève les yeux et quitte le pays. Les 2 fils, Éthéocle et Polynice, vont se disputer le pouvoir. Éthéocle va refuser de céder le pouvoir à son frère. Ils vont s'entretuer et c'est ainsi que le nouveau roi, c'est-à-dire Créon, leur oncle, va prendre le pouvoir. Il va décider de refuser la sépulture, c'est-à-dire l'enterrement dans les normes à Polynice, parce qu'il était considéré comme un traître, et il va tout simplement être face à Antigone, qui va refuser cette loi et qui va se dresser face à lui, face à Créon, à sa loi, toute seule. Vous avez peut-être vous avez remarqué la ressemblance entre l'acte dont nous avons parlé la dernière fois, l'acte de ce jeune homme qui a tiré le feu, dans son acte isolé. Il était héroïque, mais il était en vain. Voilà donc l'origine de la pièce.
À la fin de ce mythe, Antigone donc intervient et se révolte contre la loi. Et c'est là où commence la pièce de Jean Anouilh. Pour approfondir donc la compréhension, je vous présente un petit schéma qui met en évidence la génération, bien on va dire l'origine et la descendance d'Édipe. Alors l'origine d'Édipe, donc, il est le fils de Jocaste et Laios. Après la mort de Laios, donc Oedipe va épouser Jocaste, et là on a l'inceste, c'est-à-dire la relation incestueuse. Les deux vont avoir 4 enfants, dont Étiocle, Polynice, Antigone et Ismène. À signaler ici que ce sont des enfants qui sont nés de la relation incestueuse. C'est ce qui exprime en quelque sorte la peste et l'épidémie qui va s'abattre sur la ville de Thèbes. Alors, on arrive maintenant au mouvement de la pièce. Alors, on a les deux. On a l'existentialisme, comme j'ai déjà mentionné dans la fiche qui présentait l'auteur, et le théâtre de l'absurde. Vous pouvez donc mentionner les deux parce qu'il y a quand même une ressemblance, il y a un lien entre les deux. Alors pour l'existentialisme, ça vient de l'existence, il y a question d'existence, l'existence de l'homme. Alors c'est une doctrine philosophique qui considère l'homme comme un être responsable de ses actes. Et c'est aussi une philosophie qui met en évidence la liberté. Cette liberté et cette philosophie de liberté, elle est centrée sur les expériences de l'échec ou de la mort, à travers lesquelles on saisit son existence. Alors les personnages là, ils sont confrontés à leur propre existence, à leur propre échec. Les principaux thèmes qu'on trouve dans les œuvres qui appartiennent à ce mouvement, on a d'abord le choix et l'engagement, et là c'est par rapport à la liberté de choix, qui est considérée comme un trait distinctif de l'humanité. Donc l'homme, il est libre de faire un choix, de s'engager dans une décision, d'accord ? Donc là, la question de liberté et d'engagement. Il y a aussi le thème de l'individualisme moral. Donc trouver le sens de sa vie à travers sa propre vocation sans se référer à des critères universaux. Ce sont des indices qui vont vous rappeler le personnage d'Antigone, et c'est sûrement à partir des études que nous allons faire par la suite, et au fur et à mesure nous allons découvrir la personnalité d'Antigone. Ça va renvoyer bien sûr, ça va faire référence à cette notion de liberté, cette notion d'existentialisme, cette notion de réagir et de s'engager dans des actes par sa propre vocation. Alors, il y a aussi le théâtre de l'absurde. L'absurdité, c'est tout simplement ici d'un acte. L'absurde, c'est une notion philosophique issue de l'existentialisme également. Il s'agit de proposer une interrogation sur la condition humaine, son existence. Les personnages sont placés dans des situations désespérées, dans lesquelles ils se trouvent dans un dilemme, alors soit entre plusieurs choix. Il s'agit aussi pour le théâtre de l'absurde d'amener le lecteur, le spectateur, de réfléchir sur l'absurdité à travers des gestes, à travers les gestes des personnages. Donc là, nous allons prendre comme exemple le geste d'Antigone, que nous allons découvrir par la suite. Je pense que vous avez déjà une idée sur son geste. Elle va se dresser seule en face de Créon, elle va dire non à sa loi et elle va risquer la mort. D'accord ? Donc l'absurdité de son geste, peut-être, elle va être claire, et c'est ce qui montre le rapport entre ce mouvement et la pièce de Jean Anouilh. Alors, nous allons arriver finalement, comme c'était déjà signalé, à la fiche de lecture de la pièce, une fiche qui rassemble un ensemble d'informations, sorte de synthèse à partir de ce que nous avons vu. Alors, nous allons travailler sur une pièce de Jean-Marie Lucien Pierre Anouilh, Jean Anouilh tout simplement. Nous allons travailler sur sa pièce intitulée Antigone. Le genre littéraire auquel appartient l'œuvre, c'est la tragédie moderne. Elle était écrite, donc là vous avez remarqué il y a plusieurs dates. Elle était écrite en 1942, je rappelle, c'est l'époque, c'est la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est la défaite de la France, c'est la France qui tombe sous l'occupation nazie. Elle était présentée pour la première fois en 1944 et elle était publiée en 1946. L'époque des événements, donc, on a dit, donc c'est l'Antiquité grecque, mais l'époque de l'écriture, c'est le XXe siècle, c'est la civilisation, c'est la nouvelle génération et donc la civilisation moderne. Le lieu de l'action se déroule dans un palais à Thèbes.
Le mouvement, donc, comme je viens de le dire, c'est l'existentialisme ou le théâtre de l'absurde. Vous pouvez donner les deux, vous pouvez en donner un. Registre de langue, donc, nous avons dit que c'était une tragédie moderne, donc c'est un registre courant et familier. Nous allons le découvrir en détail par la suite. Les registres littéraires donc dominants, on trouve le pathétique, le tragique. Il y a aussi le comique qu'on avait déjà mentionné, mais ce qui domine bien sûr c'est la notion de pitié, la mort, donc c'est le pathétique, c'est le tragique. Les personnages principaux donc ce sont d'abord Antigone, on peut dire c'est le premier personnage principal. Il y a Ismène, il y a Créon, il y a Aimant, ce sont des personnages nobles. Les personnages secondaires, pourquoi je vais parler des personnages secondaires? Parce qu'on est au niveau d'une tragédie moderne, on a aussi les personnages ordinaires qui sont présents, qui ont le droit d'intervenir, de parler, de s'exprimer. On a la nourrice, on a les gardes, on a le messager et on a Eurydice. Tous ces personnages, on va les découvrir dans la séance prochaine. Le dénouement donc, on a la mort des trois personnages, Antigone, Aimant et Eurydice. Et pour mettre l'accent sur les thèmes, les principaux thèmes évoqués, donc on a le refus d'un monde fondé sur l'hypocrisie et le mensonge à travers les gestes d'Antigone. On a le désir de l'absolu, on a l'impossibilité de l'amour, le devoir, la liberté, la mort, le pouvoir et bien d'autres thèmes que nous allons découvrir par la suite. Avant de finir, je me permets de vous faire un rappel par rapport à ce que vous avez vu l'année dernière, un rappel sur le lexique du théâtre. Ce sont des notions que vous avez déjà vues et on va les évoquer encore une fois avec la pièce de Jean Anouilh, donc il serait nécessaire d'en faire un rappel. Alors pour le lexique du théâtre, vous savez très bien, chers élèves, que dans le texte théâtral, il y a plusieurs éléments qui jouent un rôle important. D'un côté, il y a les paroles des personnages, donc l'échange des paroles, l'échange des répliques. C'est ce qui fait avancer l'histoire et c'est ce qui tout simplement fait comprendre l'histoire. D'un autre côté, il y a la mise en scène de ces paroles, ou bien ce qu'on appelle tout simplement les didascalies. Les didascalies, les indications scéniques qui nous donnent des informations sur les personnages, sur leurs gestes, leurs coutumes, leurs déplacements, et ça permet bien sûr de faire une bonne compréhension bien sûr de la scène ou de toute la pièce en général. Voilà, donc on va passer à un rappel de ce lexique. On a d'abord les didascalies. Alors, ce sont des indications scéniques généralement données en italique par le dramaturge. Elles renseignent sur les noms des personnages, le découpage dramaturgique, les costumes, le décor, jeu des personnages, déplacements, mimiques, ainsi de suite, et sont d'une grande importance dans une pièce de théâtre. Deuxième élément, on a l'échange de paroles. Et là, à ce niveau, on signale qu'il y a plusieurs types de paroles. D'abord, on parle de réplique, tout simplement, les paroles prononcées par un personnage, on appelle une réplique. Cette réplique prend une autre appellation et on appelle une tirade parce que les circonstances changent et là d'autres caractéristiques. Alors, la tirade est considérée comme une longue réplique sans interruption. Elle est prononcée souvent sous l'effet de sentiments intenses, donc le personnage éprouve des sentiments intenses, et souvent à visée argumentative. Donc la tirade, elle est utilisée souvent pour une visée argumentative. Alors pour l'analyser, on peut étudier la stratégie du personnage et les effets produits. Et pour l'effet qu'elle produit dans une scène, donc elle cherche, puisqu'elle a une visée argumentative, donc on cherche à agir sur l'interlocuteur, convaincre, vaincre un adversaire. Il serait question également de travailler sur les tirades, surtout avec Antigone et Créon dans le face-à-face. Un autre type de parole, on a le monologue. Ce sont des paroles, il s'agit d'une parole d'un personnage seul sur scène ou qui se croit seul. Et il présente au public ses pensées, ses doutes, ses projets et il peut servir à raconter ou délibérer, ça dépend bien sûr de l'intention du personnage. Son effet dans la scène, donc, il reflète la tension intérieure de celui qui parle. Il y en a d'autres types de paroles, à savoir le quiproquo. Le quiproquo, vous l'avez vu sûrement l'année dernière, parce qu'il est utilisé surtout au niveau des comédies. Alors, c'est une erreur, malentendue, le fait de prendre quelqu'un pour un autre ou dans un jeu de déguisement. L'effet, bien sûr, c'est provoquer le sourire, le rire, elle a donc une fonction psychologique.
quand il est utilisé dans une comédie, il a une fonction de critiquer. Il y a la stichométie, et c'est une succession de plusieurs répliques courtes et vives. Elle a une grande importance également, car elle permet de traduire un affrontement vif, une montée de tension, et ça permet de traduire une situation tendue et conflictuelle. Souvent, les personnages qui échangent dans une stichométie ils sont dans une situation, bien, ils sont dans l'émotion, et ils expriment bien sûr une tension élevée. Il y a aussi l'aparté, donc c'est une réplique prononcée à haute voix, à l'insu d'un autre personnage sur scène. Le personnage est censé s'adresser à lui-même, c'est-à-dire à part, mais il s'adresse en même temps au public. On peut donc étudier l'écart entre ce qui est dit et ce qui est pensé par le personnage. Son effet dans la scène, donc il permet d'exprimer son véritable sentiment en s'adressant directement au public. D'accord? Donc là, vous avez un rappel d'un ensemble de types de paroles qu'on peut trouver lors d'une scène. Alors, une chose importante sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que, bien sûr, il est important de comparer le volume ou la longueur des paroles de chaque personnage. Pourquoi? Parce que celui qui parle le plus et de la façon la plus cohérente est souvent celui qui domine la situation et il est le plus fort. Ainsi, on saisit les rapports de force. Ça va être clair également avec Antigone et Créon. Voilà donc, chers élèves, je vous donne rendez-vous la séance prochaine. J'espère que la séance vous a été utile. Les informations que nous avons présentées étaient tout simplement dans le sens de récolter tous les renseignements, toutes les informations qui nous sont indispensables pour une bonne compréhension. Vous le savez bien, on ne peut pas commencer la lecture d'un texte sans avoir ces informations. Ils vont vous servir pour une bonne compréhension, pour une bonne assimilation. C'est à vous maintenant de lire la pièce à la lumière de ce que nous avons découvert ensemble.